Son premier ministre est du Congo central. Le président tous deux du centre. Tout à fait, mais bien sûr, tout à fait du centre, mais Congo central n'est pas Kassai. Tout à fait. C'est différent, mais jusque-là, l'Est n'est pas encore servi, l'Ouest non plus. L'Est, sur le plan institutionnel, est déjà servi. Avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, président Vital Kamerhe. Il reste l'Ouest. Tout à fait. Alors, voilà pourquoi l'espace l'Est, étant donné que cet espace est déjà servi, nous maintenant, de l'Équateur, parce que depuis le chef de l'État a été investi en 2018 jusqu'aujourd'hui, l'Équateur, c'est comme si a été oublié par le chef de l'État. Je suis maître Arnold Bombolo Nkolobissé, avocat au barreau près la Cour d'appel de l'Équateur. Je suis constitutionnaliste et chercheur en droit de l'Université de Kinshasa. J'ai été plusieurs fois membre des organisations politiques et actuellement je suis acteur politique patriote. Maître Arnold Bombolo, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans le jeu. En tout cas, merci beaucoup, M. John, pour votre invitation. Et ce n'est pas ma première fois de participer. Tout à fait. Tout à fait. Parce que je suis heureux d'être reçu pour que la population en général et celle de la province de l'Équateur en particulier puisse entendre. En tout cas, un juriste et un avocat, si on ne l'arrête pas, il va s'éterniser. On s'installe d'abord. C'était juste pour vous accueillir, c'est vrai. La formation du gouvernement souminois, les élections des gouverneurs et des sénateurs seront essentiellement au cœur de notre échange de séjour dans Enjeu RDC. Maître Arnold Bombolo, commençons carrément par la sortie du gouvernement souminois, les réactions fusent de partout. Certains députés menaceraient même, je parle au conditionnel, de bloquer l'investiture du gouvernement souminois. Maître Arnold Bombolo, avis et réaction. Premièrement, je dis félicitations au chef de l'État ainsi qu'à Madame Judith Souminia, la première ministre de notre pays. Le pays avait basculé dans une incertitude institutionnelle comme pas possible. On a fait au moins 5 à 6 mois pour avoir un gouvernement. Mais malheureusement, ce gouvernement est publié, mais il y a des réactions partout. Pourquoi? Parce que certaines provinces ne sont pas prises en compte, entre autres l'Équateur. Beaucoup de frustration. Tout à fait. L'Équateur. Non, mais quand vous. Mbandaka ainsi que cette territoire. Non, mais quand vous parlez de l'Équateur, aujourd'hui nous parlons des grands ensembles. Il y a les grands Équateurs, la grande orientale, les grands Katanga, les grands Kassai et les grands Bandundu. Mais s'il faut parler du grand Équateur, les grands Équateurs n'a pas à se plaindre, Maître Arnold Bombolo. Vous êtes bien servi. Non, là-dessus, nous devons faire la part des choses. Et même s'il parlait Équateur, il y a un ministre, je crois bien, qui est de l'Équateur. Le grand Équateur n'est pas une entité administrative. Si vous lisez la constitution de notre pays ainsi que la loi sur les principes fondamentaux sur la lutte entre les provinces, vous allez voir que notre pays avait déjà basculé dans le démembrement depuis 2014. 26 provinces. Donc nous avions quitté
de 11 provinces à 26 provinces. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des provinces qui ont une autonomie de gestion, qui sont appelées une entité administrative. Les grands Équateurs, les grands Kasaï, les grands Bandundu, la grande orientale n'existent plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. N'existent plus sur le plan des textes. Moi, en tant que juriste, avocat de la profession, je ne peux parler que d'une entité administrative. Non, mais c'est le débat. C'est le débat autour de la représentativité nationale. C'est tout justement ça, la représentativité nationale. On retrouve les grands ensemble parce que on ne va pas forcément retrouver toutes les 26 provinces. Non, les 26 provinces doivent être retrouvées au sein du gouvernement. Non, quand vous dites doivent, d'ailleurs, c'est constitutionnel. C'est une obligation légale? Tout à fait, c'est constitutionnel. Lorsque la Constitution parle de la représentativité au sein des institutions, donc la Constitution, le législateur nous fait revenir dans l'espace géopolitique pour permettre à ce que certaines provinces, c'est-à-dire les autres provinces de la République, soient considérées d'une manière équitable et équilibrée. Donc là, c'est comme s'il y a une discrimination. D'après vous, représentativité égale au moins un ministre, une province. La représentativité n'est pas égale un ministre, une province. La représentativité, c'est par rapport au corps institutionnel. Je vous donne un exemple. Par exemple, la présidence de la République. Actuellement, la présidence de la République est dirigée par le président de la République qui est originaire du Kasaï. Son premier ministre est du Congo central. Le président tous deux du centre. Tout à fait. Mais, bien sûr, tout à fait du centre. Mais Congo central n'est pas Kasaï. Tout à fait. C'est différent, mais jusque-là, l'Est n'est pas encore servi, l'Ouest non plus. L'Est, sur le plan institutionnel, est déjà servi. Avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, président Vital Kamerhe. Il reste l'Ouest. Tout à fait. Alors, voilà pourquoi l'espace l'Est, étant donné que cet espace est déjà servi, nous maintenant, de l'Équateur, parce que depuis le chef de l'État a été investi en 2018 jusqu'aujourd'hui, l'Équateur, c'est comme si a été oublié par le chef de l'État. Aucun chef de corps originaire de l'Équateur, même dans l'armée, la police. Maître Arnold Bomolo, nous n'avons pas quand même 26 chefs de corps. Non, nous n'avons pas 26. Alors, souffrez que certaines provinces soient frustrées. Non, nous avons des institutions, des institutions de la République. Et c'est au sein des institutions qu'il doit y avoir la représentativité. Voilà pourquoi nous de l'Équateur, moi personnellement, nous de l'Équateur, nous sommes venus dire tout haut au chef de l'État que le Sénat doit revenir ipso facto à l'Équateur. Ipso facto. Au nom de quel principe? Pourquoi j'ai dit ipso facto? Parce que si nous voyons les voix valablement exprimées à l'Équateur pour le compte du chef de l'État, vous allez vous rendre compte que l'Équateur avait donné beaucoup de voix au chef de l'État qui par rapport aux autres provinces qui sont aujourd'hui servies. Mais l'Équateur actuel n'est pas servi. Aucun chef de corps. Et voilà pourquoi nous sommes... Donc, quand vous parlez de l'Équateur, soyons précis, hein, vous voyez Équateur, chef-lieu Mbandaka. Mais bien sûr, l'Équateur a comme chef-lieu Mbandaka. Donc, vous ne parlez pas du Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala. Je ne suis pas originaire du Sud-Ubangi, de Mongala, de Tchouapa. Mais ce n'est pas un discours tribaliste, là, Maître Bomolo. Non, ce n'est pas un discours tribaliste. C'est une réalité constitutionnelle. C'est une réalité sociologique et politique que nous devons tous accepter. On doit accepter qu'au jour d'aujourd'hui, chaque province est gérée par ses organes locaux. Et chaque province a ses leaders. Comme actuellement, dans l'Équateur, actuel Mbandaka, le territoire, nous avons notre leader. C'est le sénateur Jean-Claude Baïndé. Jean-Claude Baïndé. Donc vous le voyez déjà président du Sénat. Mais bien sûr, mais il est typiquement élu député provincial, député national ainsi que sénateur. Et au jour d'aujourd'hui, il est au Sénat. Mais pourquoi pas les chefs de l'État jettent son dévolu sur Jean-Claude Baïndé? D'autant plus que... Mais Baïndé, à ce que je sache, n'est pas de l'Union sacrée. Hein? Non. Écoutez, là, nous devons faire la part des choses. On va confier un poste aussi stratégique à un opposant? Non, Jean-Claude Baïndé
fut candidat président de la Oui, République. oui. Il s'opposait à Tshisekedi. Il s'opposait à Tshisekedi. À la politique publique du président Félix Tshisekedi. Ouais, là sont des termes. Alors, il s'opposait voilà, à Tshisekedi. Voilà pourquoi lui-même s'est présenté comme candidat président de la République. Mais juste après l'élection, après la victoire écrasante du président. Ah, vous avez bien dit après. Il l'a fait après. Non, il pouvait le faire en avant, c'est rallier à Tshisekedi, désister en faveur de Tshisekedi. Il ne pouvait pas désister en faveur de Tshisekedi, d'autant plus qu'il n'y avait aucun contact pour désister. Parce que pour désister, il faudrait d'abord... Et il y a eu contact après. Il y a eu contact politique. Après. Après élection, vu les résultats que Jean-Claude Baïndé avait produits, alors tout le monde a compris effectivement que c'est un leader. Et voilà pourquoi il était même le premier à féliciter les chefs de l'État. En tout cas, après Moutamba, parce que dans l'opposition, il y avait deux branches de l'opposition. Il y avait une opposition radicale ainsi qu'une opposition républicaine modérée. Et l'opposition modérée et républicaine était incarnée par Jean-Claude Baïndé. Alors, il fait déjà qu'un opposant, juste après la victoire, parce que Moutamba, le ministre Constant Moutamba, d'ailleurs je le félicite, en passant, était le deuxième, il n'était pas le premier. Jean-Claude Baïndé, c'est lui qui avait félicité le premier, le chef de l'État, et il a même tendu sa main au chef de l'État. Et le chef de l'État aussi lui-même avait tendu la main aux autres, à ses adversaires politiques. Donc, dès lors que Jean-Claude Baïndé avait répondu favorablement à la fin du chef de l'État, et il est disposé à travailler avec le chef de l'État, et d'autant plus que l'Équateur n'a aucun chef de corps, nous voyons que Maître Bombolo, Maître Bombolo est valablement capable de diriger le Sénat. Maître Arnold Bombolo, ce discours peut bien séduire certains, mais vous serez buté à un grand problème. Lesquels? Jean-Paul Baïndé pèse combien au sein de la Chambre haute du Parlement? Parce que ça compte. Il doit être élu par ses pairs, ses collègues sénateurs, mais il représente quoi au sein de cet hémicycle pour qu'il soit élu par ses pairs? Ça compte. Oui, premièrement, Jean-Claude Baïndé est valablement représenté au Sénat. Ah, il a à peu près, il pèse combien de sénateurs? Jean-Claude Baïndé est valablement représenté au Sénat. Au jour d'aujourd'hui, Jean-Claude Baïndé est en alliance avec d'autres forces politiques qui ont des sénateurs au sein du Sénat. Donc, je crois qu'au moment opportun, lorsque on va appeler à déposer les candidatures, vous allez voir combien de sénateurs qu'a Jean-Claude Baïndé. Mais s'il a des sénateurs, s'il estime qu'il peut être élu, ses collègues sénateurs peuvent lui faire confiance. Mais maintenant, pourquoi venir mendier, entre guillemets, ces postes auprès de Félix Tshisekedi? Il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à postuler et l'Assemblée va délibérer. Non, Jean-Claude Baïndé n'est pas venu demander. Non, mais c'est ce que vous faites. Non, Jean-Claude Baïndé. Vous dites le poste du président du Sénat doit revenir ipso facto. Vous avez dit même dit ipso facto. Mais il n'a qu'à se battre. Non. Pourquoi il attend qu'on lui serre ce poste sur un plateau d'or? Vous savez, la présidence du Sénat, c'est un poste stratégiquement politique. Ah, alors il doit le demander à Félix Tshisekedi. Parce que, si vous lisez la Constitution, en cas d'absence du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Tout à fait. Donc, le président du Sénat ne peut être que quelqu'un de la confiance du chef de l'État. Et voilà pourquoi nous sommes venus pour dire au chef de l'État que Jean-Claude Baïndé est vraiment capable de diriger le Sénat et de collaborer avec le président de la République sans faille. Donc c'est l'homme de confiance du président de la République. Nous voulons dire au chef de l'État que Jean-Claude Baïndé, c'est quelqu'un de confiance qui peut travailler ensemble et il ne sera jamais déçu. D'ailleurs, on se prépare déjà pour 2028. Parce que les chefs de l'État... Vous voyez déjà 2028, hein? Soyons quand même sérieux. D'après vous, vous voyez déjà les élections. Mais moi, je vois déjà 2028. Mais c'est pas sérieux, Maître Bombolo. D'ailleurs. Donc nous ne vivons finalement que pour les élections. Non, nous ne vivons pas seulement que pour les élections. Oui. Nous, en tant qu'acteurs politiques, censés porter les solutions aux problèmes des Congolais, nous sommes censés, après l'installation de toutes les institutions,
ce sont les institutions de l'État qui vont travailler pour donner une satisfaction à la population. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons nos partis politiques, nous sommes des acteurs politiques, des leaders d'opinion, mais nous devons déjà préparer 2028. Nous ne voulons pas que le chef de l'État, ou soit les candidats que le chef de l'État va soutenir, soient butés à un problème de légitimité ou de la légitimité. Nous n'avons pas besoin. Nous voulons déjà travailler en amont, c'est-à-dire travailler en amont, c'est satisfaire la population. Je donne un exemple typique. Si aujourd'hui, le chef de l'État donnait le poste de... Donc, Maître Bombolo est déjà en campagne. En tout cas, un acteur politique a été toujours en campagne. Ah bon? A été toujours en campagne. C'est sérieux ça? Tout à fait. Et quand est-ce que cet acteur politique va penser à la société? Comment remodeler la société? Trouver des solutions aux problèmes de la société alors qu'il passe tout son temps à penser campagne 2028, après 2028, 2032. Mais soyons sérieux. Penser en 2028, c'est satisfaire la population. Satisfaire la population, c'est-à-dire, c'est de penser au peuple congolais. 2028, s'il faut donner la confiance à quelqu'un que le chef de l'État va présenter, mais ça sera sur base de quoi? Sur base du bilan du chef de l'État. Et voilà pourquoi, moi déjà, je pense 2023 et 2028, et je demande à l'actuel gouvernement qui est déjà mis en place, nous attendons l'investiture, de travailler pour donner la satisfaction à la population. Maître Bombolo, parlant d'investiture, à la suite des frustrations constatées, remarquées ça et là, à tort ou à raison, une pétition, un front serait en gestation pour bloquer l'investiture de Mabunda. Pensez-vous que cette démarche est d'abord fondée et pourra-t-elle aboutir? Premièrement, sur le fondement de la démarche, c'est aux initiateurs de donner les bien fondés de leur démarche. Ils sont frustrés, ils ne se retrouvent pas. Non. Voilà. La frustration ne peut jamais... Ils sont frustrés comme vous, hein, comme vous. Tout à fait. Nous ne sommes pas représentés, mais on ne peut jamais demander aux députés de l'Équateur de ne pas investir le gouvernement parce qu'ils ne sont pas valablement représentés. Donc, ah bon? On est en politique. Si aujourd'hui, une province ou telle province n'est pas représentée, il faut maintenant se battre pour que prochainement, vous soyez représentés. C'est ce que l'Équateur est en train de faire actuellement avec son leader Jean-Claude Baïndé. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il se focalise sur le Sénat. Tout à fait. Nous sommes venus. Il ne se focalise pas seulement sur la présidence du Sénat, mais même au bureau. Les bureaux. Après le président, il y a le premier vice-président, il y a les deuxièmes vice-présidents, ils sont tous à la. Il y a les rapporteurs, il y a les questeurs. Mais tout à fait. Oui. Maintenant, nous voulons un poste dont la population de l'Équateur va vraiment sentir que le chef de l'État nous a considérés. Non, mais Maître Bombolo, là, on ne s'attend pas. Ce ne sont pas des postes nominatifs. Les bureaux des assemblées, ce ne sont pas des postes nominatifs. Non, ce sont des postes électifs. Mais comment vous dites non, nous attendons que le chef de l'État nous donne notre... Je vous dirais le contraire. Ce langage ne passe pas. Non, je vous dirais le contraire. Les postes pour être au sein bureau, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, relève d'abord du pouvoir du chef de l'État. Ah, c'est sérieux ça? Parce que vous êtes obligé de collaborer. Il y a un cadre institutionnel dont le chef de l'État parle avec les chefs d'État. Donc le chef de l'État s'ingère même dans la gestion des assemblées. Le chef de l'État ne s'ingère pas. Mais c'est ça. Mais le chef de l'État doit s'assurer que la personne qui veut être chef d'un corps doit quand même être de son obédience. Ah bon? Même quand même il y a la séparation des pouvoirs, bien sûr. La séparation des pouvoirs ne peut pas dire que... En tout cas, ça, vous parlez des réalités congolaises, hein? Je vous comprends. Là. Je donne aujourd'hui un exemple. Mais imaginez-vous si le chef là n'a pas la majorité au sein de cette assemblée. Si vous suivez... Non, là c'est... Ah voilà. Si le chef de l'État n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, voilà. Il y a des possibilités. Soit la coalition, soit la cohabitation. Et au jour d'aujourd'hui, il y a déjà une coalition, il y a une majorité qui a été dégagée par l'informateur. Et sûrement de cette majorité parlementaire,
que le gouvernement est engendré. Donc je crois que le chef de l'État a déjà sa majorité parlementaire. Donc c'est différent lorsque le chef de l'État n'a pas la majorité parlementaire, donc il est à la recherche. Donc refuser d'investir les gouvernements siminois, c'est contre-productif. D'ailleurs, c'est un risque que les députés nationaux prennent. Lesquels? Parce que lorsque c'est l'Assemblée nationale, à investir le gouvernement, c'est ça déjà la crise. Parce que la crise est définie par la loi. La crise est définie par la loi. Or, lorsque cette crise-là est devenue persistante, quelle serait la conséquence? Non, mais il y a un élément de détail aussi. Hein. Le chef de l'État ne peut pas dissoudre en ayant une année. Il faudrait au moins attendre un an. Non, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui. Même un an dont il faut attendre. Non, refuser d'investir. C'est ça la crise. Non, veut tout simplement dire aller revoir la copie. C'est ça le message. Non, on ne peut jamais revenir, d'autant plus que le gouvernement n'est pas encore investi. Non, mais oui. D'abord, la démarche, elle est mauvaise. La démarche, elle est mauvaise. Si réellement ce sont les députés nationaux, les représentants du peuple qui ont fait cette démarche-là, alors je regrette de cette assemblée. Je regrette vraiment. Le gouvernement. Non, mais la démarche est constitutionnelle, non? La démarche ne pouvait être constitutionnelle que si le gouvernement est déjà investi. Non, maître. Le gouvernement, qu'est-ce qui fait que le gouvernement entre en fonction? Le gouvernement vient présenter son programme auprès de la représentation nationale et en votant en faveur de ce programme, cela équivaut à l'investiture. Mais si l'Assemblée dans sa majorité vote non à ce programme, le gouvernement n'est pas investi. Voilà. C'est constitutionnel. Non, voilà. Là c'est une autre chose. Mais non. Là, c'est une autre chose. Cette démarche-là n'est pas dans le sens de ne pas recevoir les programmes. C'est dans le sens que le chef de l'État puisse revoir carrément la nomination son ordonnance. C'est ce que je suis en train de dire. L'ordonnance du chef de l'État, son ordonnance. L'ordonnance du chef de l'État, comme un acte administratif, ne peut être revu que lorsque le gouvernement est improductif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est prêter l'intention au gouvernement actuel qu'il est improductif. Non, mais même alors, une fois le gouvernement investi, le chef de l'État ne peut pas non plus révoquer le gouvernement. Non, le chef de l'État, parce que le gouvernement est responsable devant la représentation nationale. Non, le chef de l'État, oui, dans son pouvoir discrétionnaire, si après quelques temps, il constate que un ministre est productif. Ah là, c'est le remaniement. Ah voilà, c'est autre chose. Ça maintenant la théorie de la à travers une autre ordonnance. Mais aujourd'hui, si le chef de l'État prenait le risque de prendre une autre ordonnance pendant que le gouvernement n'est même pas investi, alors c'est lui le chef de l'État qui sera au discrédité. Et il s'expose aussi. Voilà pourquoi je demanderai aux députés nationaux d'investir d'abord le gouvernement, ce qui est d'abord constitutionnel. Si les députés trouvent que les programmes dont Mme Soumina va présenter ne correspondent pas à leurs attentes, c'est par là que les députés nationaux peuvent prendre une décision contraire de ne pas accepter les programmes du gouvernement. Mais le gouvernement ne sera pas investi. Voilà, là maintenant le gouvernement ne sera pas investi et ça sera maintenant l'occasion pour le chef de l'État de revoir sa copie. Mais maintenant là, sans pour autant que le Parlement, disons le gouvernement, vienne avec son projet présenté devant le parlementaire et demander au chef de l'État de revenir encore dans sa décision, c'est de vouloir une chose et son voteur à la fin. Donc moi je demanderai aux députés de ne pas s'exposer. Parce que cette façon-là, c'est de créer une crise inutile. Et étant donné que la crise est définie par la loi, dès lors que le chef de l'État trouverait l'astuce pour dissoudre le Parlement, il le fera. Parce qu'il avait déjà menacé les députés nationaux. Mais ces députés fondeurs-là, n'est-ce pas là du chantage, de la surenchère? Nous savons un peu comment ça se passe. Après, les enveloppes vont circuler et ils vont massivement voter le gouvernement souminois. Bon, nous savons comment ça se passe. Hein? Moi, plutôt, je ne donne pas vraiment la place. C'est pas du chantage, tout ça. Ça peut être du chantage, mais c'est une revendication normale, sauf que la méthodologie n'est pas bonne. La méthodologie n'est pas bonne, mais la revendication, elle est constitutionnelle. Nous, aujourd'hui, qui est l'Équateur, nous sommes également mécontents. Vous parlez que de Marc Equina. Mais oui, Marc Equina, au sein du gouvernement,
Mais il est le seul. Un ministre n'est pas un chef du corps, c'est un chef du département qui est le ministère. Mais le chef du corps, nous voulons avoir un chef du corps, nous de l'Équateur. L'Équateur avait voté massivement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et il le sait bien. Il sait comment il a été accueilli. D'ailleurs, je peux vous surprendre, même pendant la campagne électorale, dès lors que Baïndé est arrivé à Mbandaka, parce que Baïndé était arrivé à Mbandaka avant le chef de l'État, il a même demandé à la population de l'Équateur de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Était-il devenu le directeur de campagne de... Non, il n'était pas devenu le directeur de son adversaire. De son adversaire, mais il a voulu faire... Il faisait un appel de pied? Non. Il a fait voulu, donc il a fait croire à la population équatorienne que nous de l'Équateur, nous devons être accueillants. Nous devons être accueillants et nous devons hospitaliers. Tout le monde hospitalier. Et voilà pourquoi même tous les candidats, président de la République et à passer à l'Équateur, n'ont pas vraiment été dérangés. Jean-Claude Baïndé à l'époque avait demandé à la population de Mbandaka inscrit de l'Équateur de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Un autre volet de cette problématique, comment avez-vous trouvé l'élection de sénateurs et gouverneurs, surtout dans votre chère province, pour laquelle votre cœur bat l'Équateur? En tout cas, premièrement, en ce qui concerne les sénateurs, la population de l'Équateur vient encore de prouver son hospitalité. La province de l'Équateur vient de voter un non-originaire de l'Équateur comme sénateur. Un Kassaïen. Un Kassaïen comme sénateur. Jonas Mukamba. Mais c'est pas pour rien. Jonas Mukamba a été gouverneur de cette province où il a laissé des traces indélébiles. Non, malheureusement, ces traces ont plaidé pour lui. Non, malheureusement, Mukamba n'a laissé des traces à l'Équateur. Mais comment il a été voté? Non, il a laissé des traces à l'Équateur. Je vous dis, à l'époque, Mukamba gouverneur, la plupart des députés provinciaux n'étaient pas encore nés. Non, mais les traces restent. Hein. Maintenant, les traces là sont oui. où? Parce que quand vous partez en Mbandaka, vous allez plutôt voir les traces laissées par Baïndé à l'époque. À l'époque, il fut gouverneur. Vous allez voir les traces. Nous, à l'Équateur, on a prouvé notre hospitalité. On a même sacrifié nos notables comme Elundu, comme Okolo Pombo, au profit de Jonas Mukamba. Donc c'est une façon de vous dire qu'à l'Équateur, il n'y a pas de tribalisme. Mais si nous réclamons, c'est parce que nous sommes mécontents de voir que nous ne sommes pas représentés. En ce qui concerne maintenant l'élection des sénateurs automatiques, l'élection des sénateurs était passée dans de très bonnes conditions. La province de l'Équateur, dans de très bonnes conditions. L'Équateur est parmi... L'Équateur a combien de sénateurs? L'Équateur actuellement 4 sénateurs. 4 sénateurs. 4 sénateurs, dont Jean-Claude Baïndé est parmi. Et un non-originaire. Et un non-originaire, ainsi que les 2 autres originaires. En tout cas, félicitations à l'Équateur. Hein? L'un de Bassankou Soubofili et l'autre de Dukoro, de Vieux Bolende. Donc, vous allez voir que l'élection sénatoriale à l'Équateur était passée dans de bonnes conditions. Et puis, il n'y a aucun soupçon de la corruption, de quoi que ce soit à l'Équateur. Mais maintenant, là où les bas blessent, c'est au gouvernorat de la province. Pourquoi? Parce que M. Bobo Boloko a déjà fait son 2 mandats prévus par l'article 198 de la Constitution. N'était-il pas intérimaire, là? Non, il n'était pas un intérimaire. Il a été élu à 2 reprises. Les députés provinciaux et investi par une ordonnance présidentielle en 2017. Il a été encore investi par une ordonnance présidentielle en 2019. 2019-2020. Donc il y a 2 ordonnances en face. Il a épuisé ces 2 mandats constitutionnels. Ces 2 mandats constitutionnels. Alors, on n'a pas compris comment M. Peter Kazadi, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais appris, ça fait partie des motifs de son départ au gouvernement. Il fait de soutenir Bobo Boloko et d'imposer sa volonté à l'Équateur au profit de Bobo. Pourquoi? Parce que Bobo était déjà hors mandat. Mais maître, vous êtes avocat. Au lieu de venir se plaindre sur des chaînes de télévision, pourquoi ne pas saisir soit les conseils d'État, soit la Cour constitutionnelle? Non, on a déjà saisi la Cour administrative d'appel de l'Équateur pour soulever
ces irrégularités parce que c'est une irrégularité de forme sur la candidature de M. Bobo. C'est pour dire que la CENI ne pouvait même pas recevoir la candidature de Bobo. Et à l'époque, Bobo n'a pas été contesté dans ce sens, sur pied de l'article 198. Mais c'est après l'élection que M. Bobo Boloko est maintenant contesté. Donc nous sommes venus, on a déjà saisi la Cour administrative d'appel pour soulever, pour démontrer cette irrégularité dont la CENI a cautionné. Et les irrégularités-là ont conduit M. Bobo Boloko à la tête de la province. Alors, nous ne sommes pas limités au niveau de la Cour administrative d'appel de l'Équateur. On a également saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 198. Que la Cour constitutionnelle nous dise qu'il a encore le privilège de postuler. Étant donné que le chef de l'État, le président de la République, si vous lisez l'article 69 de la Constitution, donne au président de la République des prérogatives énormes, même à veiller au respect de la Constitution. Et le chef de l'État, comme c'est lui qui doit veiller au respect de la Constitution, il doit veiller à ce que l'article 198 de notre Constitution et au bon fonctionnement des institutions tout à fait soit respecté, afin que la paix, la concorde règne dans la province de l'Équateur. Parce que Bobo, c'est comme un cancer dans la province de l'Équateur. Le malheur en est que Bobo est soutenu entre guillemets par les gens de l'UDPS. Alors moi je me dis, hier, nous nous sommes battus avec l'UDPS dans ce pays pour demander à Joseph Kabila de respecter la Constitution. Mais je serais étonné de constater aujourd'hui l'UDPS qui s'est battu hier au respect de la Constitution soutient la violation de la même Constitution dont lui-même s'est battu. Alors on s'est dit pourquoi cette contradiction de la démarche? Est-ce que c'est parce que le pouvoir rend les gens fous, ou soit parce que les gens veulent toujours imposer leur volonté au détriment de la population de l'Équateur? Et voilà pourquoi nous sommes venus non seulement aux médias, mais attaquer, initier des actions judiciaires afin que la province de l'Équateur soit libérée. Et le chef de l'État, il aura un gouverneur compétent, un gouverneur qui va laisser les traces. Susciter des suspicions. Comment voulez-vous qu'on écarte quelqu'un qui a été valablement élu par la représentation provinciale de l'Équateur? Et vous-même, vous dites ici, vous l'avez dit ici, que en tout cas, il n'y a pas, les choses se sont passées régulièrement. Pour le Sénat, je disais pour le Sénat, pour le gouvernement, il y a une irrégularité qui touche à la Constitution. Non, mais parler d'irrégularité, c'est bien beau. Même M. Bobo Boloko a été élu. Tout à fait. Il n'était pas seul, il avait certainement des adversaires. Ouais. Si les représentants provinciaux ont jeté leur dévolu sur Bobo Boloko, je crois qu'il a quand même la légitimité provinciale qu'il faut pour gérer. Oh, d'ailleurs, vous serez surpris. Si M. Bobo Boloko est élu gouverneur en violation de l'article 198 de la Constitution, ce n'est pas par la volonté des députés provinciaux. C'est par une main noire. Non, mais il est passé par les urnes. Non, je vous dis. Il a battu ses adversaires. Était-il candidat unique? Non, ils étaient nombreux. Mais comment? C'est lui qui est passé. Non, je vous dis, il y aurait même un appel anonyme au nom du chef de l'État menaçant la dissolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur au cas où Bobo n'est pas voté. Ça, c'est difficile à prouver. Non, quand vous dites que c'est difficile à prouver, mais c'est facile à prouver. Comment sa candidature est passée? Quelqu'un qui a déjà fait ses deux mandats constitutionnels. Moi, je ne parle pas de la candidature. Moi, je parle des urnes. C'est ce que je Les urnes ont parlé. Oh, pour arriver aux urnes, oui, il faudrait d'abord que la forme soit respectée. Les urnes, c'est les fonds, ce sont les voix. Mais pourquoi vous l'avez laissé parvenir à ce niveau? Alors que vous pouvez déjà en amont attaquer sa candidature lorsque la CENI l'avait réceptionné. Donc, vous savez, il y avait des contestations de candidatures à l'époque. Oui. Mais sauf que la Cour d'appel de l'Équateur avait jugé bon de maintenir la candidature de Bobo. Or, cette décision-là, c'était une décision purement anticonstitutionnelle. Mais c'est à ce niveau-là qu'il fallait l'attaquer. Alors, comme maintenant, non, la politique ainsi que les droits marchent au moins de pair.
C'est-à-dire qu'il faudrait au moins des stratégies. Parce que si vous n'êtes pas stratège, même en droit, vous n'allez pas gagner. Vous allez mordre la poussière. Voilà, donc voilà pourquoi il faut une stratégie. Or, à l'époque, on manquait des preuves des ordonnances. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons maintenant des preuves des ordonnances. À l'époque, il n'y avait qu'une seule ordonnance qui était à notre disposition. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons des ordonnances signées par les deux présidents de la République différents. La première ordonnance a été signée par Joseph Kabila et la deuxième ordonnance a été signée par le président Félix Tshisekedi. Maintenant, lui, Bobo dit, la première, étant donné que Joseph Kabila est parti, sa première ordonnance, c'est celle signée par Félix Tshisekedi. Donc, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas le sens des actes administratifs, donc le sens du pouvoir. Mais lui, il zappe la signature de Joseph Kabila. Mais quelqu'un qui dit tout haut que Kadhafi a eu Mazalakate, quelqu'un comme ça, parce que c'est un Kadhafi, vous pensez vraiment qu'il va faire... Donc c'est un Yankee, hein? Mais bien sûr, c'est quelqu'un, non seulement il n'a pas été préparé pour gérer la province, mais c'est quelqu'un qui fait la honte du chef de l'État de la province de l'Équateur. C'est quelqu'un qui fait la honte. Il y a une vidéo virale, un exemple encore, au lieu de demander à un élève le nom de son école, il dit, vous êtes de quel élève? Non, ça arrive. Vous êtes de quel élève? C'est un lapsus. Non, pour lui, ce n'est pas un lapsus. C'est son habitude, il est dans ses habitudes. Lorsqu'il avait parlé des Indiens, lorsqu'il avait parlé de la communauté. Donc c'est quelqu'un qui s'est habitué. Le mal avec notre pays, c'est-à-dire nous voulons juste imposer... Mais vous savez, quelqu'un avait dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Peut-être que mes frères de l'Équateur mériteraient bien M. Bobo Boloko. Non, d'ailleurs... parce qu'il a été élu. Non, le peuple, la population de l'Équateur, d'abord, les Équatoriens en général, ce sont des gens qui ont de très bonnes formations. Les Équatoriens, de très bonnes formations. Je peux vous donner un exemple. De très bonnes écoles, non? Il y avait de très bonnes écoles. J'en sais quelque chose. Il y a Kole Sungalenda, il y a des internats. Donc l'Équateur a fait sortir des têtes bien faites dans ce pays. Au jour d'aujourd'hui, même en matière de sécurité, qui peut égarer quelqu'un comme Okolako? C'est difficile. Mais si aujourd'hui, il n'est pas aussi aux institutions, c'est parce que les gens... Il n'a pas été réélu comme sénateur. Non, il n'a pas été réélu comme sénateur. Alors, les gens actuels ne veulent pas les compétences. Voilà pourquoi ils veulent plutôt nous imposer des gens comme des bons. Et nous sommes venus pour dire non. Nous sommes venus pour dénoncer cela et demander aux juges, les juges de la Cour d'appel de l'Équateur, ainsi que les juges de la Cour constitutionnelle, de bien dire les droits pour sauver l'image de notre pays. L'état des droits, c'est aussi faire respecter le texte. L'article 198 de la Constitution est violé par l'élection de M. Bobo. Étant donné que la loi électorale nous donne la possibilité, même après l'investiture, dès lors qu'on découvre un élément d'inéligibilité, on peut saisir encore la justice pour demander pour demander à la Cour de décréter l'irrecevabilité de la candidature et cela va engendrer même l'annulation de son élection. Voilà pourquoi nous sommes venus quant à ce. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que nous nous demandons, c'est juste ce que nous demandons au président de la République, c'est juste de faire respecter le droit, de faire respecter la Constitution, de dire aux juges que la Constitution est violée. Il y a le président de la République comme garant de la nation, quelqu'un qui veille au bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui nomme et qui révoque les magistrats. Il n'a qu'à observer que la Constitution est violée. Et nous demandons aussi aux juges de la Cour constitutionnelle, nos juges qui sont censés interpréter l'article 198 de la Constitution, de nous donner l'essence, les bien fondés de cet article pour sauver l'image de la République, pour sauver l'image du chef de l'État. Parce que nous sommes républicains si nos textes sont respectés par nous-mêmes. Maître Arnold Bombolo, je crois que nous atterrissons déjà. Je n'ai pas vu notre temps passer. Vous êtes juriste constitutionnaliste
il y a un débat aussi en ce moment, un débat latent entre les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution. Mais non, là, je vous ai mis tout simplement un peu d'eau dans la bouche. Je ne vous demande pas d'aborder cette question, mais le rendez-vous est pris. Les tout prochains numéros, nous n'allons parler que de ça. Parce que ça peut nous prendre toute une émission, mais là, je vous donne plutôt la parole pour conclure par rapport aux grandes questions qu'on a abordées en ces jours. Dans moins d'une minute, sur le débat ayant trait à la révision ou au changement de la Constitution. Lorsque les uns parlent de la révision et les autres parlent du changement, moi plutôt je parle de la révolution constitutionnelle. La révolution constitutionnelle. Pourquoi? Parce que vous voyez, ces parlements ici, les parlements qui avaient élaboré la Constitution n'étaient pas un parlement légitime. Donc cette Constitution est également illégitime. La Constitution actuelle a été votée par des composantes politiques après les accords politiques de Sun City. Donc ce n'était pas une Constitution élaborée et votée par les représentants du peuple congolais. Voilà pourquoi toutes les institutions issues de cette Constitution illégitime, elle est aussi illégitime, partant de la naissance même de la Constitution. Voilà pourquoi moi, au lieu que nous parlions de la révision ou du changement, moi je parle de la révolution constitutionnelle. Et je crois au moment opportun, nous allons développer ce qu'on appelle la révolution constitutionnelle. En ce qui nous concerne, mes frères et sœurs de l'Équateur, vous êtes sans ignorer que notre présence n'a pas été valablement représentée. Nous n'avons aucun chef de corps actuellement. Je vous demande de nous faire confiance parce que nous sommes venus nous battre pour que le président de la République puisse nous donner ne fût-ce qu'une institution qui sera gérée par un actif Équateur. Et nous demanderons aussi au chef de l'État de nous faire confiance à l'Équateur, de donner à un digne fils de la province de l'Équateur une institution. Actuellement, toutes les institutions, tous les chefs du corps sont déjà mis en place. Ça nous reste qu'une seule institution, ça nous reste qu'un seul chef du corps, c'est le Sénat. Nous demanderons au chef de l'État de nous faire confiance, de nous laisser, de compétir à ces postes et de gagner. Nous sollicitons auprès du chef de l'État un rendez-vous, une audience, de nous recevoir aussi. Parce que l'Équateur est prêt à être en collaboration avec les chefs de l'État. Les autres provinces sont représentées au niveau de l'institution et ils ont leur chef de corps. Nous sollicitons au chef de l'État de donner à l'Équateur les postes de sénateur. Et l'Équateur n'a qu'un seul leader actuellement. Un poids politique considéré. C'est le sénateur triplement élu Jean-Claude Baïlé et Tafelico qui est disponible à travailler promptement avec les chefs de l'État. Chers frères et sœurs, en ce qui concerne l'élection des gouverneurs, ayez vos apaisements. Une solution judiciaire sera trouvée et nous allions reprendre les élections, disons l'élection des gouverneurs. Nous allons vous présenter un candidat capable de diriger la province de l'Équateur. Maître Arnold Bombolo, c'est un échange fructueux, je l'espère, et au plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle édition des Envers. Et c'est surtout que vous nous avez laissé sur notre soif en parlant de la révolution constitutionnelle. Mais pour le moment, je vous dis au revoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Messieurs et dames, c'était Maître Arnold Bombolo, juriste de formation, avocat de profession. Il a parlé de son Équateur natal,
ce qu'ils pensent au sujet des élections de gouverneurs et de sénateurs, et aussi de l'investiture ou de la formation du gouvernement souminois, entre parenthèses 1, parce qu'on se demande peut-être qu'il y aura aussi un 2. Moi, mon plaisir est comme toujours de vous retrouver très vite avec les mêmes et réels plaisirs dans une nouvelle édition des Enquêtes. Au revoir.